Merci beaucoup à Laura et Léa de m'avoir invitée. Donc, j'imagine que tout le monde connaît Ivado puisque vous vous êtes là à travers Ivado. Donc, je vais juste résumer en disant que Ivado, c'est beaucoup de choses et je pense que je suis à l'intersection de plusieurs disciplines. Alors, ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est un peu à travers des thèmes. C'est comme ça que je vais vous présenter mon laboratoire. Oups, ce serait mieux si ça marchait. OK. Donc, dans mes thèmes de recherche, je vais définir mon laboratoire comme étant autour de 3 thèmes. Mon thème le plus important, c'est ce que j'appelle l'optimisation de la trajectoire patient. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se retrouver là-dedans. Donc, je vous ai mis tout un groupe d'étudiants avec un groupe de projets. Dans les techniques que j'utilise, il y a 2 grandes familles qui sont la simulation et l'optimisation. Dans l'optimisation, c'est bien sûr basé sur tout ce qui est recherche opérationnelle. Et puis la simulation, ça va être basé sur des logiciels de simulation à événements discrets. Il y a Florence qui va vous présenter une partie de son projet aujourd'hui et qui va donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est. Et il y a Nazgul qui va faire un peu d'optimisation qui va venir un peu plus tard. Donc, c'est quoi l'optimisation de la trajectoire patient? Tout le monde, en tout cas, a priori, a eu au moins un rendez-vous dans sa vie avec un médecin. Donc, quand je parle d'optimiser la trajectoire, ça peut être comment organiser les activités de la clinique, ça peut être comment gérer les rendez-vous, ça peut être qui devrait avoir rendez-vous quel jour, ça devrait être combien de rendez-vous est-ce qu'on devrait prendre une journée, ça pourrait être combien devrait durer un rendez-vous dans une journée. Donc, dans les différents projets, donc je ne vous présente que les projets actuels, je ne vous parle pas de ce qui est déjà terminé. Donc, dans les projets les plus importants que j'ai en ce moment, il y a donc la simulation au bloc opératoire. En fait, j'ai plusieurs projets autour du bloc opératoire. Il y en a un, c'est ce que Florence fait. Donc, je vais la laisser le présenter tout à l'heure, donc je vais plutôt passer. Il y a tout ce qui est horaire au bloc opératoire, donc déterminer quel type de spécialité on devrait opérer une journée donnée, dans quelle salle, pour combien de temps, qui sont les patients qui devraient être opérés une journée donnée. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait, c'est de l'optimisation. Donc, ce sont des gros modèles de programmation mathématique et l'idée, c'est de résoudre ces problèmes-là. On a bien sûr un peu de gestion de rendez-vous en radiothérapie, gestion de rendez-vous au bloc opératoire. J'aurais pu les mettre sous le même thème, je les ai partagés parce qu'en planification de rendez-vous, c'est vraiment le nom du patient donné et non pas en termes de spécialité de façon plus globale. D'autres projets de simulation qui sont importants, il y a un gros projet que j'ai en ce moment avec le CHUM, donc je ne sais pas si Alberto est là ou pas, où ce qu'on regarde, c'est l'utilisation des ressources qui sont les lits. Donc, les lits, c'est la ressource la plus importante. Donc, imaginez surtout en ce moment où on voudrait pouvoir admettre des patients, par exemple, Covid. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les lits sont ouverts au bon endroit ou au bon moment. Donc, ce qu'on a, c'est un projet de simulation qui regarde sur plusieurs années l'évolution de la demande en lit en regardant tous les patients qui rentrent à l'urgence, les patients qui se font opérer, puis les patients qui vont éventuellement avoir besoin d'un lit, mais qui ne viennent ni du bloc opératoire ni de l'urgence. Donc, on fait rouler ça, puis on essaie de voir est-ce qu'il n'y aurait pas des stratégies pour améliorer l'utilisation des lits. Ça veut dire quoi, améliorer l'utilisation des lits? Ça veut dire faire attendre moins un patient à l'urgence parce qu'il manque un lit à l'étage ou annuler un cas au bloc opératoire parce qu'il manque un lit à l'étage. Donc, en général, ça finit toujours par revenir un petit peu à ça. Ces projets-là sont généralement collés à des projets d'optimisation. Donc, sur un autre projet où Adam et Kim travaillent, en fait, l'idée, c'est de mettre tout ce qui est simulation de système avec optimisation dans un lieu donné, de façon à avoir vraiment la meilleure vision d'ensemble pour que ça fonctionne. Un autre projet qui est intéressant, qui est un peu dans l'air du temps, parce que c'est Covid. Donc, on travaille avec un laboratoire aux États-Unis. C'est un des plus gros laboratoires dans le Maryland. Et l'idée, c'est qu'on regarde tous les processus pour le dépistage. Donc, ça va de la collecte des échantillons jusqu'au résultat. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, est-ce qu'on est capable de faire 25 000 tests par semaine, 50 000 tests par semaine? Est-ce que si on fait une campagne
de dépistage, est-ce qu'on est capable de répondre aux questions ou pas? Est-ce qu'on devrait, je ne sais pas moi, donc les questions qu'on se pose, c'est qui devrait se faire tester combien de fois par semaine, par exemple, pour pouvoir retourner au travail? Donc, ce sont des questions auxquelles on essaye de répondre en regardant différentes stratégies de comment réorganiser le laboratoire. Si je passe à mon deuxième thème, donc il y en a où je n'ai pas donné beaucoup de détails, mais c'est pour laisser Florence et Nasgol présenter. Mon deuxième thème est très général, logistique et transport. Toutes mes applications sont reliées à la santé. Bon, ça fait des années que je fais ça. J'ai fait ça quand j'étais au doctorat. J'ai travaillé dans un hôpital un peu plus d'1 an et j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire. J'aurais peut-être dû être médecin un jour, mais finalement, ça a donné de l'optimisation pour améliorer plutôt. Donc, logistique et transport, il y a un des gros projets en ce moment avec la Fondation de cancer du sein. Il y a déjà eu un étudiant de maîtrise qui a terminé. Là, c'est une stagiaire postdoc qui reprend le projet. Et l'idée, c'est de faire le design d'un système de transport pour offrir le transport et éventuellement l'hébergement aux patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein, mais qui vivent en région. Donc, il y a beaucoup de patientes qui vivent à l'extérieur, qui n'ont pas accès à des centres la journée même et qui ont besoin qu'on les emmène et puis qu'elles puissent être hébergées quelque part avant de pouvoir retourner parce qu'il y a environ 25% de patientes qui refusent les traitements parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et ce n'est pas les moyens parce que l'hôpital ne veut pas les soigner, c'est que c'est toute la logistique qui est autour. Donc, l'idée, c'est avoir un modèle de simulation qui dit à quoi va ressembler ce système-là. Est-ce qu'on est capable d'avoir un système qui est uniquement basé sur des bénévoles ou est-ce que ça va nous prendre un chauffeur? Est-ce qu'il faut faire payer les gens? Est-ce qu'un montant X serait suffisant ou est-ce qu'on les laisse donner ce qu'ils veulent? Donc, c'est vraiment toute l'organisation qui est autour de ça. Puis, il va y avoir plusieurs étudiants qui vont travailler là-dessus. Un autre projet, donc il y a Nasgol qui va présenter, donc je ne vais pas la présenter, mais un dernier qui est un petit peu différent de ce que je fais en optimisation, qui a été de regarder comment utiliser le langage naturel pour lire les notes des infirmières après les visites pour déterminer si elles commencent à être mécontentes et donc si elles risquent de quitter leur emploi. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'en soins à domicile, il y a une énorme rotation en personnel, que ce soit les préposés, ce qu'on appelle les préposés aux bénéficiaires à l'hôpital. Donc, en fait, ce sont des aidants. Que ce soit les aidants ou les infirmières, on sait qu'à un moment donné, ils finissent par quitter, puisqu'on aimerait, c'est pouvoir prédire le moment où ils vont quitter pour éventuellement améliorer leurs conditions. Ça veut dire quoi, améliorer leurs conditions? Ça veut dire que, donc moi, je fais des horaires. Je fais des routes, donc avec la même compagnie, on a fait des algorithmes qui font les meilleurs horaires pour optimiser le temps qu'on passe à se déplacer entre les différents patients, de façon à maximiser l'utilisation des personnes. L'idée, c'est que si on sait que quelqu'un risque de quitter parce qu'il a eu un petit peu moins de visites, on peut un peu changer la fonction objectif puis tweaker notre algorithme de façon à oui, faire payer le moins possible, oui, perdre moins de temps, mais éventuellement aussi faire de la rétention de personnel. Donc, on change un petit peu nos objectifs en fonction de ce qu'on apprend au fur et à mesure. Puis on se dit que le langage naturel, ça peut nous aider. Ça n'a pas très bien marché pour l'instant, mais il y a de l'espoir. Donc, c'est un peu de la recherche. Le dernier thème, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a à peine, je dirais, 1 an, peut-être un petit peu moins d'1 an même. Donc, je mets tout ça sous le thème projet clinique où on regarde des données. Donc, dans tous les projets que je vous ai montrés, bien sûr, il y a énormément de sciences de données parce qu'on reçoit beaucoup de données qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre. Il faut ensuite aller modéliser le système, trouver le bon algorithme pour résoudre le problème. Dans ce projet-là, c'est la première fois que je ne fais pas de l'optimisation. Donc, c'est vraiment de regarder les données qui sont liées à de la clinique pour essayer de créer, je dirais quand même pas un decision support system, mais en tout cas de créer un outil qui va peut-être aider le clinicien à mieux prendre des décisions. Les 2 premiers projets sont vraiment liés et tout le monde travaille ensemble. Donc, dans plusieurs de mes projets, les gens vont devoir travailler ensemble. J'espère qu'ils aiment travailler ensemble. Et donc, l'idée, c'est vraiment on a un clinicien, on a quelqu'un qui fait de l'analyse de données, puis on a quelqu'un qui fait des modèles prédictifs. Et l'idée, c'est est-ce qu'on est capable d'aider un anesthésiste à prendre de meilleures décisions
quand il doit déterminer s'il faut donner du fentanyl à son patient pendant la chirurgie. Et la raison pour laquelle on donne du fentanyl, c'est tout simplement parce qu'il y a de la douleur et on voudrait réduire la douleur. Comme on sait que l'après-chirurgie, il y a beaucoup de gens qui développent des dépendances, on voudrait diminuer la quantité d'opioïdes, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour ça? Je pense que j'ai survolé rapidement, mais c'était à peu près le temps que je m'étais donné pour vous présenter un peu mes différents projets. Je répondrai aux questions si vous en avez. J'ai juste une dernière slide pour vous dire qu'en général, dans chacun de mes projets, comme je travaille avec le milieu de la santé, c'est rare que je travaille juste dans mon bureau. Donc, en général, mes étudiants doivent collaborer avec un hôpital. S'ils n'ont pas l'occasion d'y aller, comme dans la dernière année à cause de Covid, ils vont au moins recevoir les données. Puis on va essayer de toujours avoir une collaboration, une vraie collaboration industrielle pour tirer vraiment le maximum de ce projet-là. Et je crois qu'ensuite, c'est Florence. Je vais juste arrêter. Pardon. Voilà. Donc, c'est à mon tour. Merci pour cette introduction. Donc, moi, dans le fond, je vais vous présenter mon projet qui a trait à la planification des opérations chirurgicales, donc dans le contexte du bloc opératoire. Puis ce que je fais, c'est de la simulation d'un contexte réel, en gros. Donc, un petit plan de la présentation. Je vais parler rapidement du contexte de mon cheminement, mais aussi le contexte du projet, son objectif, la méthodologie utilisée et les impacts et les résultats de tout ça. Donc, premièrement, je voulais présenter un petit peu mon cheminement parce que moi, je suis toute nouvelle au domaine de la recherche. Je me dis qu'il y en a peut-être d'autres aussi que c'est leur cas. Donc, rapidement, moi, je viens tout juste de terminer mon baccalauréat en génie industriel. Puis en fait, mon premier contact avec la recherche, c'est avec le projet que je vous présente aujourd'hui, que j'ai pu entamer grâce à une bourse, dans le fond, de l'unité de participation et d'initiation à la recherche de Polytechnique, que donc j'ai commencé en octobre dernier, donc pendant que j'étais encore au baccalauréat. Puis en fait, moi, je fais un baccalauréat maîtrise intégrée, donc je fais un petit peu les deux en même temps. Donc, je commence déjà ma maîtrise, même si mon baccalauréat n'est pas tout à fait terminé. Donc, mes cours au choix que j'ai en quatrième année de bac en génie industriel, au lieu d'avoir des cours de bac, des cours de spécialité qui m'intéressaient, c'était des cours qui m'intéressaient, mais c'était des cours de maîtrise. Donc, j'ai déjà pu commencer à utiliser ces notions-là dans le contexte de mon projet aussi. Puis finalement aussi, moi, au départ, je m'intéressais plus à la maîtrise professionnelle avec la mentalité que peut-être la recherche, c'était un petit peu trop théorique, peut-être pour moi, mais en réalité, j'ai appris que c'était pas si théorique que ça, à l'aide non seulement de mon projet d'initiation à la recherche, mais aussi en discutant avec toutes sortes de personnes qui sont en recherche en ce moment, qui sont à la maîtrise, au doc, avec ma professeure, etc. Donc, dans le fond, j'ai compris que c'était dans le fond un petit peu moins de cours, puis un projet d'un petit peu plus longue durée. Donc, je pouvais un petit peu plus approfondir ce que je faisais, puis ça m'intéressait vraiment ce côté-là. Donc, ensuite, le contexte de mon projet, bien évidemment, je suis dans le bloc opératoire. Donc, on parle de bloc opératoire, c'est sûr qu'on parle de liste d'attente. Tout ce qui est les listes d'attente pour les opérations électives urgentes et semi-urgentes sont très longues. Donc, c'est vraiment un besoin qui est important. Puis, c'est aussi une unité où les coûts d'opération sont particulièrement élevés. Donc, les hôpitaux s'intéressent généralement, particulièrement au bloc opératoire aussi. Je pense que c'est encore plus pertinent en raison de la pandémie parce qu'il y a beaucoup de cas électifs qui ont été retardés, annulés, tout ça. Donc, les listes d'attente sont interminables. Donc, c'est un besoin très important. Puis, c'est aussi quelque chose qui est très complexe à faire à la main. Donc, dans certains contextes, ils vont le faire de façon manuelle ou avec un programme d'optimisation. Mais c'est ça, on essaie de s'assurer que le programme l'optimisation de la cédule opératoire est la plus réaliste possible et de la meilleure qualité possible. Donc, ma première revue de littérature, donc c'était une toute première pour moi. Donc, moi, je partageais un peu ma relation avec la revue de littérature. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile par moment parce qu'il y a énormément d'articles out there puis de choses qu'on peut découvrir, ce qui est intéressant parce qu'on découvre plein de nouvelles choses, mais ce qui est un petit peu challengeant, excusez mon franglais, mais pour trouver vraiment ce qu'on recherche dans le fond. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert toutes sortes d'outils, puis j'ai parlé à beaucoup de monde pour m'aider un petit peu avec tout ça. Mais entre autres, j'ai beaucoup aimé l'outil Connected Papers qu'on m'a présenté, qui me permettait, dans le fond,
de trouver des articles qui sont connectés, ça le dit dans le mot, avec l'article que j'avais déjà trouvé. Donc, ça me permettait de faire des liens. Ah, ce petit bout-là de cet article-là m'intéresse. Bon, ben, OK, je vais aller le chercher dans un autre article, etc. Donc, ça m'a été bien utile. Puis, finalement, dans le fond, les résultats de ces recherches-là, ben, il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui se sont intéressés au sujet du bloc opératoire, puis de l'optimisation de la séquence des patients. Mais de plus en plus, on s'intéresse aussi à la chaîne puis au parcours patient. Donc, non seulement à l'opération en soi, puis à ça, mais on s'intéresse aussi à ce qui vient en amont, ce qui vient en aval aussi, qui a beaucoup d'impact aussi sur la qualité de la cédule, dans le fond. Puis c'est ce sur quoi je me suis concentrée. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, un gros résumé, dans le fond, de l'objectif de mon projet, c'était de modéliser et de simuler, donc à l'aide d'un programme de simulation, une situation la plus près possible de la réalité. Je vais vous expliquer juste après ce que je veux dire par là, en prenant en considération l'ensemble des ressources impliquées lors des opérations au bloc opératoire. Donc, ce que je veux dire par le plus près possible de la réalité, c'est de considérer vraiment toute la chaîne. Donc, non seulement ce qui vient en amont, donc avec l'enregistrement des patients, par exemple, que moi, personnellement, dans mon contexte, j'ai pas considéré parce que c'était pas l'élément le plus critique, donc c'était pas le goulot du flux patient. Je me suis intéressée plus à ce qui venait en aval, selon aussi ce qui était présenté déjà dans d'autres articles. Ce qui vient en aval, on parle ici du transport des patients, du nettoyage des salles, mais aussi et surtout de la disponibilité des ressources post-anesthésiques. Donc, on parle des lits dans l'unité de soins post-anesthésiques. Puis, évidemment, le bloc du milieu qui est toujours autant important, tout ce qui est opération. Donc, anesthésie et opération, on veut optimiser la cédule, mais ce n'est pas moi, personnellement, qui s'est occupé de cette partie-là d'optimisation. Vous allez voir un petit peu plus tard qu'il y avait différentes phases au projet, puis j'ai pas fait tout ça tout seul. Donc, ce qui est important de comprendre dans tout ce qui est simulation, c'est qu'on veut intégrer tout ce qui est variabilité et imprévu, ce qui n'est pas nécessairement fait dans un contexte déterministe. Donc, on veut voir si, selon l'optimisation qui a été faite, si c'est réaliste, si c'est de qualité. Donc, si on a beaucoup, par exemple, de temps supplémentaire occasionné par cette cédule-là, c'est ce qu'on veut évaluer. Donc, la variabilité qu'il peut y avoir, donc évidemment avec les durées d'opération, donc c'est toujours un estimé de la durée d'opération, mais elle peut être plus ou moins longue que prévu. La disponibilité des équipes de transport et de nettoyage, le séjour en PACU, qui est, c'est écrit en anglais, mais qui est l'unité de soins post-anesthésiques. Puis ça qui est particulièrement important aussi parce que quand un patient arrive dans les soins post-anesthésiques, il y a un important besoin de ressources à son arrivée en particulier. Donc, ça, c'est un des objectifs, entre autres, d'essayer de linéariser un petit peu l'arrivée des patients en soins post-anesthésiques parce que c'est là qu'il y a un gros goulot, qu'il y a une importante arrivée de patients à un même moment. Les arrivées d'urgence qui sont très importantes aussi parce que c'est vraiment un imprévu qui chamboule l'horaire. Donc, c'est sûr que si un patient était prêt à passer, un patient urgent arrive, mais le patient urgent va passer avant le patient prévu parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, il faut réajuster l'horaire, s'assurer aussi qu'on essaie d'éviter, malgré tout ça, le temps supplémentaire, puis on essaie de passer la majorité des gens qui étaient prévus dans la journée. Et finalement, les annulations, donc ici, ce qui est non considéré pour l'instant, on parle ici des annulations par les patients. Donc, on considère que les patients, s'ils avaient un rendez-vous, ils se sont pointés à leur rendez-vous, ils étaient à l'heure, tout ça. Par contre, les annulations qui sont considérées, c'est l'annulation par le personnel soignant. Donc, si on se rend compte que, par exemple, le dernier patient de la journée, on n'a pas le temps de le passer, il est trop tard, on va l'annuler, on va le reporter à l'horaire de la prochaine journée, par exemple. C'est quelque chose qui est considéré. Donc, comme je disais tantôt, donc, au niveau de la méthodologie, c'est vraiment un projet qui se fait en 3 phases. Donc, la première phase, dans le fond, qui a été faite conjointement avec, dans le fond, la phase 1, moi, je n'y ai pas touché. Moi, je suis au niveau vraiment de la phase 2 et de la phase 3. Mais en phase 1, je travaillais avec Kim, qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt. Mais j'ai aussi beaucoup eu l'occasion de travailler avec d'autres gens qui m'ont appris beaucoup de choses, avec qui j'ai pu discuter, qui ont pu m'aider. Donc, je travaille avec Mardi, je travaille avec Pascal, je travaille avec Alberto, comme vous avez tout nommé plus tôt. Donc, c'est quelque chose qui m'a surpris un petit peu aussi dans le contexte de la recherche. Je penserais que j'aurais eu tendance à penser que je serais peut-être un petit peu plus toute seule, mais je travaille beaucoup avec d'autres, puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est ça la phase 1 de l'optimisation, construction d'une cellule, donc le output d'une cédule, pardon. Donc, le output de la phase 1, c'est le input de ma simulation. Donc, moi, je rentre un horaire, patient 1 passe à telle heure dans telle salle, puis moi, je vérifie avec la variabilité sur le temps, la disponibilité des équipes, tout ça, si c'est
une cédule qui est de qualité et qui est réaliste. Donc, on veut évidemment éviter, comme je disais tantôt, le temps supplémentaire. On veut que les ressources soient disponibles, tout ça. On veut voir si on aurait besoin d'une équipe de transport supplémentaire, des choses comme ça. Ça permet de prendre des décisions appropriées. Puis finalement, en phase 3, on évalue les indicateurs de performance. Donc, on compare les différents scénarios entre eux. Donc, c'est un petit peu, ça peut être vraiment un outil d'aide à la décision. Donc, OK, est-ce que ça vaut la peine que j'ajoute une équipe de nettoyage, oui ou non? On compare les deux différents scénarios. Si j'ai une équipe de nettoyage, si j'ai deux équipes de nettoyage, c'est quoi la variabilité des différents indicateurs de performance en conséquence de ça? Rapidement aussi, les indicateurs de performance, juste les grosses catégories qui ressortent. Comme j'ai dit, le temps supplémentaire, c'est sûr qu'on le regarde. Le temps, donc la durée des opérations, la durée que le patient a passé dans le système, des choses comme ça. Les entités, donc ici, on parle des patients. Tout ce qui est processus, ressources. Par ressources, on veut dire, oui, équipe de nettoyage, équipe de transport, mais aussi salle d'opération, lit, post-anesthésique, super important. Les annulations, donc les annulations faites par le personnel soignant si on manque de temps pour traiter un patient, puis les files d'attente qui sont toujours très importantes. Donc, on essaie de limiter les files d'attente, on essaie de linéariser le tout le plus possible. Donc, je voulais juste vous mettre une petite image pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air de la simulation dans Arena. Donc, j'aurais préféré vous montrer une petite vidéo pour vous montrer de quoi ça a l'air, mais comme il n'y a pas d'animation encore, je pense pas que ça vous aurait parlé beaucoup. Donc, voici ce dont ça a l'air, un travail sur à peu près 6 mois. Voici ce que ça donne. Puis, Arena sort, dans le fond, un rapport avec beaucoup d'indicateurs de performance. Donc, entre autres, on peut ressortir des graphiques comme celui-là qui montrent le taux d'utilisation de chacune des ressources. Donc, les ressources, les équipes de nettoyage, les salles d'opération, puis les lits en soins post-anesthésiques. Voilà, ça fait le tour pour moi. Je vais laisser la parole à Nazgul pour vous expliquer son projet. So, sorry that my presentation will be in English. Well, my name is Nazgul. I'm a PhD student of Nadia, and I've known Nadia for, I don't know, 6 or 7 years. I started my master's with Nadia around 7 years ago, and after finishing my master's, I left the school for a job, and after around a year and a half of working, I got interested to learn more about the machine learning techniques. And I was wondering if we could somehow combine optimization methods with machine learning algorithms. I knew that they are using optimization methods to optimize the machine learning algorithms, but I was thinking if we could do diverse and use the help of machine learning or learning algorithms to improve the performance of optimization methods. So I talked with Nadia and she accepted to help me, and that's when my PhD journey started. Today I'm presenting our project on a learning table search algorithm for stochastic applications in the healthcare system. So I will start my presentation with a short introduction and explain our motivation. Then I will explain the application that we studied and we published our paper in 2018. And then when I'm explaining the methodology next, it is easier to follow for you and understand the method. We thought cancer is the leading cause of death in Canada, and based on the Canadian Cancer Society, nearly half of Canadians are experiencing cancer in their lifetime. And unfortunately, almost a quarter of them are expected to die from cancer. And despite the nature of disease and the difficulties, there are other challenges that the patients are facing through the treatment process, and it has great impact on their treatment, such as the availability of resources, including staff and equipment, or variability in demands, uncertainty in the arrival time of patients and their profile. So all these show the importance of managing healthcare resources and its impact on the treatment process of
patients. We realized that physicians are one of the bottlenecks in the system, and in this study or in our previous paper, we studied a weekly cyclic schedule for the physicians in a radiotherapy center. The main purpose of this physician scheduling is to minimize the pre-treatment phase for cancer patients, and they could start their treatment as soon as possible. We all know that the time is very critical in the cancer treatment, and the sooner the patient can start his treatment, he can progress better in the treatment. We are focusing on the pre-treatment phase here. So what is the pre-treatment phase? Whenever the patient arrives to the radiotherapy center, he needs to go through some stages before starting his treatment. He first needs to see a doctor for consultation. Then the physician can check the CT scan results and validate the dosimetry, and then the physician can prepare a treatment plan for the patient. So these main 4 tasks, the consultation, contouring the scan, validating dosimetry, and preparing the treatment plan, are the main tasks that a physician needs to do in a treatment phase. We had some main characteristics for this physician scheduling that needed to be met. As I explained, we had 4 main tasks: the consultation, scan contouring, dosimetry validation, and preparing treatment plan. And in this scheduling problem, all physicians need to perform all these tasks, and in our time horizon, which was a week. And all the patients need to be assigned only to one physician because it would be easier for the physician to do the follow-up and check the progress of patient's treatment. And here you can see the example of schedule that we are aiming to obtain. In this example, we have 4 physicians and 2 time blocks for each day, for the morning and evening. Each physician can perform same task for all day, or he can perform different tasks in morning or in the afternoon. We use the meta-heuristic method to solve this problem. The meta-heuristics are widely used to solve combinatorial problems because they are proven to be powerful and flexible to solve large problems. They can easily be adapted to real-world problems and solve them in reasonable computing times. Among those, we chose Taboo Search to solve this physician scheduling problem, which is an iterative procedure. It starts from an initial solution. This initial solution can be generated completely randomly, or it can be developed by a heuristic in favor of the problem. We have a taboo list to prevent the cycling. So whenever we visit a solution, we put it and we add it into a taboo list. So we avoid visiting a solution that has already been visited and avoid being in a loop. And we also need different strategies to search through the neighborhood. In our scheduling problem, we have 3 main strategies to cover all the search space. Our movement 1, which is our primary movement, it is swapping every 2 slots for each physician and evaluating all of them. And at the end, it is only accepting the best one. In our movement 2, we are changing the repeated task. So in a simplified format of our problem, if we have only 1 time slot per day, it's obvious that we have 4 tasks and 5 days, and 1 task is always repeated for all physicians. So we are finding that repeated task and changing that to the other. Again, we are evaluating all these combinations, and we are only accepting 1 move. These 2 movements are focused on our scheduling part, but we still need to assign the patients to the best possible physician. So our movement 3
focusing on the patients, and it is reassigning patients to the physicians. You can see that for each of these movements, we are doing an excessive number of evaluations to evaluate each combinations, and we are only accepting one of them. And we know that most of these evaluations are useless. So we are looking to find the meaningful evaluations. So we are using the learning to only find the meaningful evaluations and just perform those ones. In the literature, we can see that the performance of meta-heuristics was improved through hybrid meta-heuristics. The hybrid meta-heuristics could be combined 2 or more meta-heuristics, or it could be hybridized with exact optimization methods. There are also studies that hybridizing meta-heuristics with learning algorithms, and we were interested in the last category, that it is improving the performance of meta-heuristic with learning methods. Now, why choosing learning methods? We can see that the meta-heuristic algorithms are generating large volume of data in their process. So we chose learning methods to extract useful data and use them to guide the search and enhance its performance. Sorry. In this way, we have a better exploration of the search space. However, we are facing many challenges and different questions needed to be answered. For example, first of all, we needed to understand what to learn. Are we learning the whole move, or are we just learning the sequence of movement? By a move, I mean the combination of which physician performing which task on which day. Sorry. And then we need to choose a method of learning. And after that, understand which features can help us to learn the space. Also, we needed to answer the question that when we need to start the learning and when to stop the learning. That gives us the best answer and result. We first started with a reinforcement learning algorithm, Q-learning. In the reinforcement learning, we learn an optimal policy by interacting within the environment. The environment is a set of states and actions, and each action is associated with a reward to help move to other states. In literature, a state is defined as the current situation for each resource. So for our scheduling problem, the state is defined as the sequence of tasks for each physician, and also considering the patients that assigned to that physician. And the transition means accepting an action or a set of actions to help us move to the next state. So in our problem, an action corresponds to our movement types 1 and types 2, which focus on the scheduling part. We consider the reward associated to each action as the difference in the cost after taking the action. In this way, the positive value shows us that the action improved the schedule. At the beginning, the Q-learning seemed to be a very good method, and it could be adapted perfectly with the concept of taboo search. But because of the large size in the states and action sets, it was really time consuming and wasn't efficient enough. So we stepped back and decided to try a simpler method, a classification method. So our main idea was to learn the search space and move through the space intelligently. We needed to learn from previous moves, find important features, and use them for future moves.
For this purpose, we use multi-class logistic regression and decision trees to classify the moves. And we tried different things to improve the performance, but at the end, we ended up mapping and classifying a move into different positions and labeling them from 0 to number of positions. Then after training, we need to predict a position and evaluate the combination within its neighbors. So we don't need to evaluate all the combinations for all the physicians. We are just picking one physician that has the most important features, and we are just evaluating the combinations for that physician. To do so, we consider different features of search space. These features can be categorized in 4 groups. The features related to the cost, or the taboo search, or characteristic of a solution space, and the characteristics for a move. I'm not going through each of these groups, but each of them has different members. But it's worth it to mention that all these groups together give us the best results and lead to learn the search space. And they separately doesn't have impact on the solution. So in conclusion, we know that taboo search has solved many hard combinatorial problems. So improving its performance will benefit a large set of problems. It is also an open source application and doesn't need costly commercial solvers. And at the end, we understand that sometimes the simplest method performs better in real world applications, and something that is written in papers and looks good doesn't always work in real problems. Thank you for your attention. Thank you so much to our presenters. Your presentations were very, very interesting and stimulating for everyone. And congratulations on the important work that you're doing. We can open now for anyone who has a question. You can raise your hand and open your camera, or write it in the chat. Oh, while we wait, maybe I can start. I have a question that either one of you can answer. At Ivado, we're very interested in data, obviously. So what does preparing your database consist of? And just to give us an idea of how large your data is. And also, what are the biggest challenges you face in these types of research projects dealing with this kind of data? I'm sure one of you might. Vous pouvez répondre en français aussi. Ah ouais. Pas de problème. Nazgul, no, you don't want to answer that. Well, in my problem, first, for the previous paper, we got data from our partner, the CICL Center. And for my current problem, the data that I'm using for the machine learning techniques, it is generated during my taboo search. So I'm using the data that is generating during my problem. So your data is clean. This is what this is what you're saying. Okay. It is clean, but it still needs to be classified. Mais je peux répondre, ça dépend vraiment beaucoup des projets. Il y a des projets où on reçoit, je sais pas moi, il y a un fichier Excel avec 10 colonnes et 400 lignes et puis c'est fini. Puis c'est tout clean, c'est parfait, c'est l'idéal. Et puis il y a des fois, non, je veux dire, c'est des dizaines de milliers de lignes. Genre le projet du CHUM par exemple, c'est des dizaines de milliers de lignes. C'est impatient, mais c'est impatient. À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est une ligne différente. Alors, puis bien sûr, il manque une tonne d'informations, puis après, ça ne fait pas de sens.
Donc, mais voilà, c'est le défi qui va avec la science des données, puis de manipuler les données. Mais on apprend et on s'améliore au fil du temps et on ne se décourage pas surtout. Merci beaucoup, super. Je vois qu'il y a Nicolas qui a levé sa main. Tu peux allumer ton micro. Oui, allô, Nicolas, je suis finissant en anesthésie au CHUM. Je m'excuse pour les nombreuses lignes de données du CHUM. Ma question était plutôt pour Florence. Je me demandais comment est-ce que vous avez modélisé la variabilité dans la durée opératoire, principalement, et dans la durée du post-op aussi. De façon générale, on y va avec une loi. Donc, nous, pour l'instant, on estime un petit peu ce qu'on pense être représentatif de la réalité. Donc, on a les données pour la durée d'opération prévue pour un patient donné dans une salle donnée. Donc, on prend cette valeur-là, puis on l'intègre dans, par exemple, une loi normale avec une certaine variabilité qu'on estime qui est représentative de la réalité. Oui, sous question, si je peux. Est-ce que vous, comme loi normale, vous l'appliquez uniquement à l'opération ou est-ce que vous tenez en compte le chirurgien en particulier ou est-ce que vous tenez en compte d'autres éléments comme ça? En fait, c'est que là, dans le contexte de mon projet, oui, on veut être le plus représentatif de la réalité possible, mais on veut aussi garder une vision un petit peu globale qui pourrait être appliquée à différents hôpitaux, à différents chirurgiens. Donc, on n'est pas aussi précis, on pourrait l'être. Si vraiment on veut l'appliquer à quelqu'un en particulier, dépendamment du chirurgien, il y en a qui ont plus tendance à surestimer leur temps, d'autres qui ont plus tendance à sous-estimer, par exemple. Donc, on va l'adapter si besoin est, mais pour l'instant, on ne l'adapte pas parce qu'on veut un modèle qui est plus général, qui peut plus être appliqué à plus qu'un contexte. Merci. Ouais. Mais Nicolas, oui, on le fait par rapport au chirurgien et l'anesthésiste, on le fait par rapport à la paire. Puis des fois, on voit des différences, des fois, on ne voit pas de différence. Des fois, c'est facile à modéliser, des fois, ça ne suit aucune distribution parce que c'est juste, je ne vais quand même pas dire le mot aléatoire, là, mais c'est presque des choses comme ça. Mais dans le projet de Florence, si on arrive à juste modéliser 90% pour savoir que c'est réaliste au cours d'une journée et qu'on ne va pas annuler un patient, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, son projet à elle, on ne le fait pas. Il y a Joël aussi qui a une question. Vas-y. Oui, d'abord, merci pour les présentations. C'était vraiment intéressant. Puis pour les questions aussi, qui sont aussi très intéressantes. Moi, je me questionnais par rapport au niveau de la simulation pour Florence, étant donné que tu n'as probablement pas été capable d'aller sur le terrain et de regarder ce qui se passe vu que tu as travaillé beaucoup dans la dernière année. À partir de quelle information est-ce que tu as travaillé pour être capable de bien comprendre le processus puis les endroits où des fois les gens le racontent, bien, quand ils le racontent, ils omettent les bouts des fois qui sont importants. Donc, il y a souvent des endroits un peu à venir couvrir avec ça. Donc, de quelle façon est-ce que tu as réussi à aller chercher les différentes informations pour avoir quelque chose qui est relativement fiable dans ton processus, dans ta simulation? Bonne question. C'est sûr qu'au début, on a fait un premier jet, puis comme, OK, on va voir. Après ça, on a beaucoup adapté. Donc, c'est sûr qu'avec l'aide de ma professeure, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Sans elle, je pense pas que j'aurais pu faire grand-chose. Mais aussi, un autre des étudiants qui est dans l'équipe, Pascal, qui, lui, travaille dans le contexte hospitalier. Je pense qu'il est anesthésiologiste. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais bref, il travaille dans le milieu hospitalier. Fait que lui, il a pu nous aider un petit peu. Il connaissait aussi le bloc opératoire, donc il a pu nous indiquer « Ah non, ça, c'est pas vraiment ce qu'on fait chez nous. » Ou en tout cas, c'était un exemple, mais c'est ça. Donc, c'était beaucoup de retravail de ce qu'il y avait déjà. Donc, OK, ça, est-ce qu'on pense que ça a de l'allure? Attends, là, on y réfléchit, puis comme, OK, puis avec la littérature aussi, ce qui est ressorti de ce qui est représentatif de la réalité, grosso modo, comme ça. C'est sûr que sur le terrain, ça aurait été plus pratique, mais c'était pas ça, la réalité cette année. Non, malheureusement, on est tous un peu dans le même panier, mais c'est intéressant. Merci. Une autre question pour le moment. Je vais peut-être poser une autre question. C'est super pertinent, vos travaux sont super pertinents en ce moment avec la COVID, la pandémie. J'aimerais savoir, peut-être Prof. Laruchy aurait une idée, comment est-ce qu'on gère une pandémie ou un événement assez imprévu avec pas trop de données rétrospectives? Est-ce qu'il y a façon d'optimiser
comme on fait maintenant, ben, ils essayent de faire maintenant avec les vaccins, les traitements, les tests, tout ça. Comment est-ce qu'on on gère un défi comme ça qui est soudain? Mais là, Laura, je suis enregistrée, donc comment on gère? Ben, je pense qu'on gère à la main comme on gère tout le reste, n'est-ce pas? Mais dans quelques années, quand on aura les données, on dira qu'est-ce qu'on aurait pu faire en rétrospectif. Je fais une blague, mais je pense que j'ai pas de réponse parfaite, mais je pense franchement que les gens ils font de leur mieux avec les quelques données qu'ils ont, puis on s'adapte. S'il y a quelque chose qu'on a pu observer, s'il y a beaucoup d'agilité dans le système, et il n'y a pas un système, comme je veux dire, nous, on fait un modèle d'optimisation. Il y a Florence qui a dit rapidement, ça a fait 6 mois. Ben, je veux dire, ça prend quand même quelques mois à développer un modèle. Ça prend, je veux dire, surtout pour nous, universitaires. Ben, je veux dire, comprendre le problème, le modéliser, que ça fasse du sens et qu'on parle, ça prend quand même quelques mois. Donc, il n'y a jamais personne qui va nous attendre. Puis je pense que c'est parfaitement normal qu'on ne nous attende pas. En même temps, on a des connaissances qui viennent d'ailleurs. Donc, probablement qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire. Disons que ça ne s'est pas présenté. Mais avec le laboratoire dont je parlais dans le Maryland, par exemple, c'est exactement le genre de choses qu'on fait parce qu'on travaille avec le directeur du lab. Donc, au fur et à mesure, on teste les différentes façons et qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, je peux vous apprendre ça, on peut faire du pooling d'échantillons. Donc, plutôt que de tester un échantillon tout seul, on peut en mettre 4 dans le même. Et si jamais il y en a un qui est positif, à ce moment-là, on le redécoupe en 4, on va les rechercher, puis on les reteste. Ça permet de multiplier par 4 la vitesse puis en tout cas le nombre d'échantillons qu'on peut faire. Donc il y a plein de petites choses qu'on est capable de faire et qu'ils font déjà eux-mêmes. Et on peut aussi aider en conseillant un peu. C'était très politiquement correct, mais c'est très bien, il fallait juste enlever le... Merci beaucoup. Oui, Joël avait une question aussi. Un peu dans le même ordre d'idée que la question de Laura, considérant la COVID, il y a quand même beaucoup de protocoles qui ont changé, les données aussi. Moi-même, j'ai 2 sets de données patients, un 2019, un 2020, avec un beaucoup plus réaliste que l'autre dans une situation normale. Dans votre réflexion, à savoir à quel point est-ce qu'on doit inclure tous ces changements-là dans la COVID, au point où on est en ce moment, à quel point est-ce qu'on doit adapter et inclure ces réflexions-là et ces changements qui ont lieu en n'étant pas certain de ce que le futur nous amène. Je me questionne un peu, vous êtes où dans vos réflexions? Est-ce que vous travaillez avec les données d'avance simplement en vous disant, ben c'est ce qu'on a de plus fiable pour le moment, la COVID, on ne sait pas où on s'en va avec ça, ou est-ce qu'on l'inclut, puis jusqu'à quelle portion est-ce qu'on l'inclut à ce moment-ci, en sachant que c'est ça, il n'y a personne qui a de boule qui lit l'avenir. Non, mais je veux dire, c'est une très bonne question. Pour faire de l'analyse ou de la modélisation, on regarde typiquement ce qui s'est passé avant et non pas les données COVID. En même temps, les données COVID, c'est une situation particulière. Donc, c'est comme dire, ben, moi, je regarde ma semaine, je ne regarde pas les samedis, dimanches, parce que samedi, dimanche, c'est pas pareil. Ben non, on regarde du lundi au vendredi, on regarde le samedi, dimanche. Donc, ça peut être les données pré-COVID, ce serait quoi l'impact si jamais il y a une pandémie. Donc, aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'on se base parce que ce qu'on essaie de regarder, c'est on n'a déjà pas réussi à améliorer ce qui se passait avant. Alors imagine avec Covid en plus, donc c'est encore pire. Donc on est encore en train de faire des travaux avec les données réelles, mais bien sûr, je veux dire avec Covid, ce qui s'est passé, c'est une baisse drastique de la capacité puis de la demande. C'est un peu ça qu'on observe dans nos données avec nos projets. Donc tu peux en tenir compte si tu veux, mais c'est probablement pas ça la réalité pour l'instant. J'étais sur mute. Il y a une question dans le chat de Maria, donc je vais le lire à tout le monde. Est-ce qu'un parcours normal d'intervention chirurgicale est considéré de la même façon qu'un parcours d'intervention chirurgicale d'urgence provenant d'un accident? Ça, Florence peut répondre, si tu veux. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense que ça va pour moi. Dans le modèle de simulation, j'imagine que c'est ça la question, ouais, le patient urgent
passe tout simplement devant la file d'attente. Donc, il est considéré comme il a besoin d'une salle d'opération particulière selon la spécialité par moment, ou c'est ça, on a comme 2 scénarios possibles. Donc, soit on a une salle réservée pour les urgences, soit on n'en a pas. Pour l'instant, nous, on a considéré qu'il n'y a pas de salle spécifiquement pour les urgences. Donc, les patients urgents passent dans les mêmes salles opératoires que les patients électifs, mais ils passent juste devant les autres. Donc, ils passent en premier, puis voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup, Florence. Ah oui, c'est ça. Mario a répondu oui. S'il y a d'autres questions. Yeah. I have one last question for Nazgul about your taboo search. You said that sometimes that the initial starting point is random. How many times do you change the starting point and go through the search? Is that important? I'm starting from the initial solution, and this was generated once. And after that, through the process, it's not going back from the initial solution, but to see how, to check the performance of the algorithm and see how robustness it is important to run the model multiple times. And usually we are doing it 10 times. Oh, 10 times, okay. Super, thank you. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, encore un gros merci à vous trois aujourd'hui. C'est très intéressant. La présentation était enregistrée, was recorded, et puis on aurait ça sur notre la page YouTube de Divado. Donc, vous pouvez partager ça avec vos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être ici aujourd'hui. Léa avait inclus dans le chat notre groupe Facebook du comité étudiant Evado. Donc, vous pouvez nous joindre sur Facebook en tout temps et puis voir des nouvelles de nous. On a aussi le 5e café scientifique qui aura lieu le 7 juin prochain. On a le calendrier ici de tous nos événements étudiants. Donc, merci encore à tous les participants aujourd'hui et puis à très bientôt. Donc, merci beaucoup.